Bienvenue, Dame Bardès. Merci. Bon, maintenant, trouver l'auberge la plus proche. Ah tiens, en voilà une. La taverne de la Chèvre Naine. Ça m'a l'air prometteur. Bonsoir, chante dame. Qu'est-ce que je vous sers? Bonsoir, tavernier. Un lait de chèvre, vite. Ce soir, je chante mes périples venus des terres de l'imaginaire. Monsieur, la mort n'a pas d'ombre. Vous devez me croire, je la connais. Longtemps j'ai dansé avec elle, sans le savoir, aveuglé par sa beauté de soleil. Elle n'avait aucune ombre avant de prendre la mienne. Et je voulais vous dire que vous la connaissez, vous aussi. Je voulais vous dire qu'elle rôde autour de vous et que vous ne la voyez pas. Tout vous confier, c'est vous doter la seule arme capable de vous aider à remporter le combat auquel je vous appelle. En vous écrivant, je ne fais pas qu'affronter l'horreur de mes souvenirs et l'ignominie de mes actes. J'engage tout mon corps dans une entreprise qui l'éreinte un peu plus à chaque seconde. Puisse mon âme ne pas basculer dans le néant avant de vous avoir tout révélé. Puisse votre cœur répondre à mon imploration. Je n'entrevois nul autre espoir. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Festin de larmes, un ouvrage publié chez ActuSF en 2025 et écrit par deux auteurs, Morgane Cossarieux et Vincent Tassi. Vous les connaissez sûrement pour notamment Dans les veines, paru au Diable Vauvert que Morgane publie en 2012. Elle a 24 ans et elle décide de rendre au vampire sa nature profondément horrifique. Clairement, c'est une réponse au vampire qui brille, même si personnellement, je n'en voudrais jamais à Edouard Cullen, dans l'adaptation ciné surtout, qui reste une des figures qui m'a lancée dans la fascination pour les créatures surnaturelles, ou Démon dans Vampire Diaries au choix. Ou encore Apostasie, qui est le premier roman de Vincent, qui est paru aux éditions du Chat Noir, un roman vampirique et horrifique également, qui illustre d'emblée l'ambiance de son univers gothique. Ce fut une courte introduction, mais si vous souhaitez en savoir plus, sachez qu'après celui-ci, vous trouverez un épisode spécial avec une interview des deux autoristes qui ont gentiment accepté de répondre à mes questions après ma lecture. Qu'ai-je pensé de cette pépite? Que vous dire? J'ai été happée par l'ambiance. Un condensé de tout ce qui fait un bon roman gothique et vampirique. Un manoir, des fleurs, des statues antiques, des rites vaudous, la Nouvelle-Orléans, et surtout un blond mystérieux qu'on ne peut s'empêcher de regarder. D'ailleurs, je n'ai pas pu m'empêcher de l'imaginer avec le visage de Sam Bride. Les acteurs de séries vampiriques comprendront, je parle de l'adaptation d'Entretien avec un vampire, qui est dispo sur Prime, il me semble. Je dois quand même vous prévenir, c'est un roman d'horreur. J'ai parlé de gothique, mais on n'est pas dans Rebecca, où les fantômes du passé donnent à l'ambiance du manoir un aspect habité et surnaturel. Dans Festin de larmes, on fait face à du concret, même si le mystère perdure sur l'identité de ce beau blond charismatique. En fait, j'ai été surprise parce que je ne m'attendais pas à tant de détails horrifiques. Je vous le dis d'emblée, il y a des fluides corporels. C'est organique et c'est annoncé dès le départ, donc vous savez à quoi vous attendre. Mais j'ai été surprise en bien parce que ça m'a permis de renouer avec un genre littéraire qui m'avait déçue il y a quelques années. Dans Festin de larmes, l'ambiance est dérangeante. Les personnages sont déstabilisés et déstabilisants. J'ai davantage de comparaisons cinéma et séries qui vont me venir. J'ai pensé notamment à Guillermo del Toro avec Crimson Peak, pour les figures maladives au début du roman, mais vous verrez ça quand vous le lirez. J'ai vraiment adoré le format épistolaire et le traitement des personnages. On s'accroche à un point de vue dont on ignore tout,
comme à une voix lointaine dont on ne sait si elle est dit vraie, et pourtant, lettre après lettre, ces mots filent vers un avenir que l'on guette avec une impatience presque fébrile. Le suspense fonctionne extrêmement bien. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas vraiment adhéré au comportement du personnage principal qui est Aubrey, et pourtant je l'incarnais à la lecture. J'ai eu les mêmes doutes que lui, je ressentais ses angoisses profondes. C'est là qu'on voit le talent des auteurices pour nous emmener dans le récit. En lisant ce texte, j'ai tout de suite pensé à la série Freud. Vous savez, ce mélange un peu déroutant entre psychologique, surnaturel, des mythes réécrits et une société d'aristocrates autrichiens complètement rongés par leurs vices. On retrouve ce même goût pour une époque brillante en surface, mais où tout se fissure dès qu'on gratte un peu. Et finalement, c'est le même type d'ambiance dans Penny Dreadful aussi. Une atmosphère victorienne, sombre, presque étouffante, où on revisite des figures comme Dracula ou Frankenstein pour en faire des miroirs des peurs et des désirs humains. Dans les deux cas, on joue avec l'histoire, on la tord un peu et on laisse surgir quelque chose de plus archaïque, de plus trouble, comme si les monstres n'étaient que l'ombre portée de la société elle-même. Et puisqu'on parle du 19e, impossible d'ignorer la place énorme qui occupe l'art, comme dans tout le romantisme. Dans Festin de larmes, justement, l'art devient un moyen de réinventer le vampirisme. La créature ne se nourrit plus de sang, mais de la vitalité de l'autre, de ses émotions, de ce qu'il dégage, en bien et en mal. Et ce qui rend cette réécriture encore plus intéressante, c'est qu'elle est pleinement actualisée. On y retrouve des figures queer, des dynamiques relationnelles modernes, tout en conservant cette esthétique gothique héritée du 19e. Et décidément, j'ai encore un dernier parallèle à glisser. Mais comme Lestat a son violon, Aubrey a son piano. Avouez que c'est cocasse. De la fascination de l'un, on passe à la fascination de l'autre, puisqu'ils ne sont que miroirs. Selon mon ancien professeur d'imaginaire de la création, le double désigne la scission, le manque au cœur de l'être. Il incarne l'autre, toujours visé par le désir du sujet. Ce comblement par l'autre ne se fait pas sans difficulté. Il va souvent de pair avec l'épreuve de labyrinthe. Cette épreuve devient une épreuve d'intégration de la dualité. On se perd pour se retrouver et on se trouve grâce à l'autre. Dès ses premières lettres, Aubrey confie à son destinataire qu'il a perdu sa sœur jumelle. Sa moitié lui est donc manquante. En rencontrant son alter ego, c'est soi-même que l'on rencontre, car l'alter ego permet de se compléter soi-même. Moitié qu'Aubrey pense pouvoir combler lorsqu'il se noue d'amitié avec le blond mystérieux qui vient tout justement d'arriver en ville. Une citation m'a particulièrement marquée. En ces temps désolés que nous traversons, après tant d'espoir que la marche de l'histoire a toujours fini par tromper, peut-être avons-nous compris que nous ne possédons pas d'autre planche de salut que nous-mêmes. Et il m'offrait cela à moi, croire en mon pouvoir de devenir étoile. Citation qui, en plus d'être témoin de la jolie plume des auteurices, est parfaite pour illustrer le propos. La confiance en soi obtenue grâce à un autre. Mais est-ce vrai ? Je vous laisse le découvrir. Mon prof disait que la relation que vivent certains personnages n'est pas dépourvue d'une dimension narcissique. Selon Tobier Nathan, psychologue, le sens universel du mythe de Narcisse, c'est rencontrer, aimer, s'unir ou se confondre avec son double de l'autre sexe ou de l'autre monde. Voilà le tabou spécifique que transgresse Narcisse. Il faut savoir que l'histoire de Narcisse, elle est liée à la rencontre par la vue, puisqu'il se regarde dans le miroir. Dans le roman, la relation d'amitié entre Aubrey et un inconnu, qui se nomme en fait Tristan, ne s'établit qu'à partir du moment où ce dernier regarde Aubrey. Par ailleurs, il est souvent mention de jeux d'ombre et de reflets dans le miroir. Je poursuis avec Tobier Nathan, qui dit que la transgression du tabou narcissique autorise l'accès à un savoir sacré, mais entraîne une punition particulière qui est la cécité. Donc c'est le fait de ne plus voir. Je vous laisserai découvrir si la réécriture du mythe est allée jusque-là ou non. J'aimerais beaucoup en discuter avec vous, alors pour celles qui l'ont lu, à votre avis, si deux âmes se répondent, laquelle abrite la part la plus obscure ? Et voilà, c'était mon avis pour ce super roman. Comme d'habitude, je vous invite à venir en discuter avec moi en commentaire ou via le répondeur de Vodio ou encore sur Instagram.
J'ai pas encore le thème du mois prochain, mais ce qui est sûr, c'est que j'aime prendre mon temps pour vous fournir du contenu et des interviews comme celle qui arrive. Merci de m'avoir écouté. L'imaginaire ne s'arrête jamais, alors je vous retrouve très vite pour de nouvelles histoires. À bientôt pour la prochaine aventure!